Hello à tous et bienvenue dans l'Expression, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui ont décidé de faire du partage et de la transmission leur profession ou leur passion. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Julien Nil, auteur de bande dessinée connu pour sa célèbre série Lou, sortie en 2004. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avant de commencer, peut-être pouvez-vous vous présenter plus amplement. Eh bien, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle donc Julien, je travaille depuis maintenant un peu plus de 20 ans sur la série Lou, qui est une série qui a commencé en bande dessinée, qui a vu des itérations en dessin animé et en film, avec un film que j'ai réalisé il y a 10 ans. Et voilà, et l'aventure continue. Là, je suis en train de boucler la deuxième saison de Lou, qui s'appelle Lou Sonata, qui a changé de format et pour lequel je travaille avec tout un tas de musiciens formidables avec qui on a monté un groupe qui s'appelle Crystal Zilote. Et voilà, donc le projet a pris ces dernières années une espèce de dimension multimédia qui est bien agréable. Voilà, et c'est à peu près tout. J'ai 2 chats. Merci, d'ailleurs vous avez de très beaux chats, si je peux me permettre. L'un des deux est chouette, l'autre est... En 2004, quelles ont été vos inspirations pour la création de la bande dessinée Lou ? Et est-ce qu'il y a eu un contexte particulier qui vous a donné envie de créer une bande dessinée ? En fait, c'est un peu la somme de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, de tout ce que j'avais lu et consommé aussi bien en livre qu'en film. Et puis moi, j'ai toujours raconté des histoires, j'ai toujours fait de la bande dessinée en fait depuis que je suis petit. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu où c'était très favorable par rapport à ça, puisque mon papa et mon grand-père étaient graphistes. Ma maman était institutrice, et donc on avait énormément de livres et d'histoires à la maison, donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Je me suis beaucoup construit avec les livres. Jusqu'à la naissance de mon frère, quand j'avais 13 ans, j'étais enfant unique, donc je me suis pas mal enfermé effectivement dans la fiction et puis c'était voilà un mécanisme de construction aussi. Et quand j'ai eu l'opportunité de créer une bande dessinée, donc aux éditions Glénat, c'était un directeur de collection qui s'appelle Jean-Claude Camano, qui dirigeait un magazine qui s'appelait à l'époque Cho. Et l'idée, c'était de faire la seule contrainte, c'était de faire la bande dessinée pour les enfants d'aujourd'hui. Parce que c'était un moment où la bande dessinée jeunesse était un peu moribonde. Enfin, il y avait eu le succès de Titeuf, d'ailleurs, c'est Zeb qui avait fondé le journal avec Jean-Claude Camano. Donc c'était surtout ça la directive, et puis après quelques tâtonnements, en fait, j'en suis arrivé à imaginer l'histoire de Lou et de sa maman. Donc le déclic, ça a été aussi la naissance de ma fille, Maya. Il y a une anecdote que je raconte souvent, mais c'est vrai qu'en sortant de l'échographie avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir une petite fille, on avait des étoiles plein les yeux et tout, on s'assoit à une terrasse de café et derrière nous on entend deux mecs en train de parler d'une collègue de travail dans des termes machistes terribles. Et en fait, d'un coup, ça nous a fait vachement redescendre en disant, ok, tu mets au monde une fille, mais tu la mets dans un monde qui est pas ok encore, tu vois, pour les filles. Donc ça a été pour moi le truc de me dire, moi, autant la bande dessinée m'a beaucoup servi de refuge et m'a servi de construction d'eau, donc autant en faire une, au moins dans le personnage, c'est pas du tout une BD pour filles, mais au moins dans le personnage principal soit une fille, qui soit un peu valorisée. Et puis et voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Et puis j'avais la volonté aussi effectivement de parler de cellules familiales recomposées, nouvelles, sachant que moi j'ai grandi avec ma maman, même si je connaissais mon papa. Mais pour moi la norme c'était cette famille monoparentale. Donc c'était assez évident que j'allais écrire là-dessus. Oui. Et voilà, ensuite de fil en aiguille, l'histoire s'est construite. Au début, c'était un petit peu instinctif. J'ai juste placé des éléments que je trouvais confortables et agréables, quelques pièces donc la mère, le chat et Lou. Et puis après, tout s'est
composé un peu au hasard, page après page. Mais au début, c'était très spontané. J'avais pas de vision d'ensemble. Je pensais pas en faire plus d'un, en fait. Pour moi, Oui. déjà, c'était incroyable. C'était un hasard incroyable qu'on m'a proposé de faire ça. Donc, et puis voilà, puis ça s'est bien marché dès le début, et donc l'histoire s'est construite au fur et à mesure, l'envie d'en faire quelque chose de feuilletonnant, de la faire grandir, etc., etc. Justement, par rapport, à la personnalité du personnage, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit une véritable évolution tant au niveau du physique qu'émotionnel de Lou, notamment dans les nouveaux tomes. Lou s'inscrit, dans une dimension très actuelle, du coup, ce qui rejoint, la volonté que vous aviez initialement. En effet, on trouve que dans les premiers tomes, Lou semble attachée au regard que lui porte Tristan et que sa vie tourne principalement autour des garçons, des copines, des histoires de cours de récré, je trouve. En tout cas, c'est le souvenir que moi j'en ai eu de mon enfance. Ben, en fait, ça, c'est un peu quelque chose que j'ai rééquilibré au fur et à mesure. Mais c'est un peu la grosse erreur de ma vie, mais peut-être c'est aussi peut-être ça qui m'a porté chance, hein. Mais c'est vrai que moi qui voulais faire quelque chose, disons, plutôt féministe, je tombe dans le piège dès la première page du premier tome de raconter l'histoire d'une fille, de deux filles même d'ailleurs, qui ne se définissent que par la recherche d'un prince charmant, à savoir Richard et Tristan. Mm. Et donc c'est pour ça très vite que je me rends compte de l'écueil, et que dès le tome 2, en fait, je remets en cause son histoire avec Tristan, et j'essaye de dire, non mais attendez, c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser, c'est pas le propos de l'histoire, c'est pas cette histoire d'amour. Et donc cette histoire d'amour, j'ai fait j'ai fait en sorte que au fur et à mesure, c'est Tristan de le rendre antipathique ou compliqué, Mm. problématique. Mais à chaque fois que je fais ça, il me fait de la peine, et donc je le trouve plutôt attendrissant. Donc c'est assez compliqué. Mais effectivement, toute l'idée, c'était de faire évoluer. Mais c'est normal, hein, enfin, le personnage grandit, et de la faire changer de perspective. Ouais. Et puis c'est ça qui est intéressant aussi, parce que si j'avais enfin, des tomes 1 de Lou, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Enfin, j'aurais pu faire beaucoup plus d'albums si je m'étais cantonné à la formule du 1. Mais le truc dès le 2, ça a été de me dire, bon, en fait, je casse un peu le moule de ce que j'ai mis en place dans le tome 1, je l'envoie à la campagne. Dans le tome 3, je dis, je vais rentrer sur un truc un peu plus deep, sur une espèce de petite dépression adolescente, donc le cimetière des autobus. Le cap de partir dans un truc solaire, et en fait, à chaque fois, de changer de cap un petit peu. Et finalement, c'est toujours ça. Et c'est cette espèce de. La formule de Lou, c'est que finalement, il n'y a pas de formule, et qu'à chaque album, j'essaye d'aller plus loin, d'explorer quelque Mm. chose de différent. Ce que moi aujourd'hui, rétrospectivement, je trouve très intéressant dans le personnage, c'est justement que même si au début, oui, elle est attachée à Tristan, en fait, la manière dont vous l'avez fait évoluer, finalement, je trouve en tout cas que ça se rapporte assez bien à l'évolution qu'a eu ma génération. Et du coup, moi, voilà, aujourd'hui, je viens de fêter mes 21 ans. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec plusieurs copines de l'histoire de Lou, qui pour la plupart nous a marqué dans notre enfance et dans notre adolescence, c'est qu'en fait, vers nos 10 ans, quand on a commencé à lire cette bande dessinée, on se reconnaissait en Lou dans la recherche du prince charmant. Et au moment où il y a la rupture avec cette recherche-là, et ben en fait, nous aussi, on a commencé à voir cette évolution dans notre éducation et dans notre environnement médiatique, j'ai envie de dire. Et du coup, au final, ce que vous désignez peut-être comme étant un peu une erreur de parcours au début, je pense qu'en fait, c'est peut-être ce qui a fait que nous, on s'est reconnus là-dedans. Et finalement, la transition de Lou est allée avec notre transition à nous aussi. Et c'est ce qui fait que c'est un personnage complexe et qui nous parle encore aujourd'hui. Merci, c'est la dynamique que j'essaie d'entretenir, mais en fait, le truc, c'est que j'essaye aussi de. Forcément, moi, j'ai appris beaucoup au contact des lecteurs. C'est que toute la phrase qui était en exergue de Génération Loup, c'est l'héroïne qui a grandi avec vous, mais moi aussi, j'ai beaucoup grandi, effectivement, au contact de mes lecteurs et de cette génération. Et puis celle de ma fille et de mon fils. Donc forcément, j'ai intégré en fait l'évolution de la société naturellement dans mes histoires. Ça devient sans doute un peu plus social et politique en fait finalement
maintenant, avec le temps qui passe, quoi, aussi, avec l'évolution du personnage et effectivement de ses préoccupations aussi. Tout à fait, et par rapport à ça, justement, j'ai vu dans les nouvelles pages de Lou Sonata que vous offrez d'ailleurs une nouvelle expérience à Lou, avec notamment Marie-Émilie. Et ça s'inscrit du coup, je suppose, encore dans cette volonté d'inscrire Lou dans une dimension actuelle et... Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, je voulais surtout enfin, éviter de la figer dans un truc où, enfin, pour moi, ça aurait été tragique, effectivement, ce truc, elle est amoureuse de Tristan et elle finit avec Tristan sans questionnement, en fait. Pour moi, l'idée, c'était de me dire, mais non, en fait, à 20 ans, on doit faire des expériences, on doit pas imaginer un couple finalisé, etc. Enfin, même si on peut avoir des amourettes et des Mm. choses comme ça. Et puis voilà, c'est toujours ce truc, c'est toujours autobiographique, c'est toujours nourri des gens qui sont autour de moi. Et effectivement, ce genre d'expérience, de tenter, d'essayer des choses, et puis de trouver sa place, en fait, de tâtonner dans la vie, c'est ce que j'ai essayé de faire vivre à mon personnage. Oui. Et puis effectivement, alors c'est le fait effectivement d'avoir des personnages LGBT dans l'histoire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 20 ans, c'était même inenvisageable Oui. dans une bande dessinée jeunesse, il y a que 20 ans. Et puis la société était pas la même, etc. Donc effectivement, le fait d'intégrer doucement ces choses-là, pour moi, ça a été naturel avec le coming out de Marie-Émilie dans le tome 7, et puis effectivement celui non, le tome 7, je sais plus, 8, non, 6, 7. Et puis après, voilà, celui de Lou et tout, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. Et puis je réfléchis pas tant aux choses aussi, les événements des fois se passent et les rapports entre les personnages, tu structures ton histoire et puis d'un coup les choses doivent se passer parce que effectivement c'est nourri de souvenirs, d'expériences et tu te dis bah je dois en faire état de ces choses-là et pour que ça continue à sonner naturel. Voilà. Mm. Puis, moi, à titre personnel, je trouve que ce qui est beau dans le fait de faire ce coming out à Lou, c'est qu'en fait, c'est une bande dessinée qu'on va pouvoir mettre dans les mains de nos petites sœurs, finalement des nouvelles générations, et que ça l'ancre en fait dans une normalité, parce que si Lou a pu faire un coming out, c'est dans la normalité de la vie de Lou et de tout autre personnage de bande dessinée, finalement, c'est que ça devient une norme et ça devient quelque chose qui peut Ben, se retranscrire dans la réalité. ben, de manière générale aussi, enfin, les espèces de sujets de société, entre guillemets, parce que c'en est pas un, en fait, mais la famille monoparentale, par exemple, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit jamais un problème pour Lou. C'est dans l'histoire, ça fait partie de sa vie, et c'est pas un truc, oh mon Dieu, on va en faire un album spécial là-dessus. C'est juste naturel, et c'est de montrer justement les choses naturellement, sans que ça soit... Et d'ailleurs, ce qui était, en faisant ça, en faisant le coming out de Marie-Émilie et de Lou, je me demande, j'étais un peu inquiet quand même en disant, mais, enfin pas inquiet, mais je me dis, bah, est-ce que des gens vont réagir, je sais pas, des ligues de vertu, il n'y a rien eu. Donc c'est aussi un signe que la société, tu vois, il n'y a pas eu de gros titre sur une héroïne jeunesse. Oui, il n'y a pas eu de pétition Ouais, pour ouais, annuler ouais. la page de C'est Lou. ça, ouais. Donc c'est cool. Vous vous inscrivez par ça dans une espèce de rupture avec les codes classiques de la bande dessinée franco-belge. Vous venez transformer le format en basculant plus dans une sorte de roman graphique plus que de bande dessinée, que ce soit par la taille des cases ou tout simplement par le nombre de paginations. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ce changement stylistique? Bah, ça, bêtement, parce que c'est moi-même lecteur, en fait. C'est-à-dire que la bande dessinée franco-belge, 46 pages couleur, j'en ai lu beaucoup dans mon enfance, évidemment, les Astérix, les Tintins, tous les classiques de l'époque. Et puis, moi, à l'adolescence, j'ai commencé à lire du comics, du manga, de la BD indépendante, et à me rendre compte qu'il existait d'autres formats. Et finalement, moi, à prendre plus de plaisir sur ces autres formats, plus de plaisir de lecteur, que le format de 46 pages couleur qui était très normé, qui était très bien pour faire du gag en une page. Mais voilà, moi j'ai eu besoin, après avoir fait 8 albums, de sortir de ce format dans lequel j'étais bizarrement à l'étroit. Ce qui est paradoxal parce que c'est un format plus grand au niveau de la taille. Mais sur un format comme celui de Lou Sonata, bizarrement, il y a moins de cases et ça permet de faire des cases plus grandes. Ça permet également de faire plus d'effets
parce qu'il y a plus de pages, donc on peut se permettre d'avoir des pages de respiration, on peut se permettre d'avoir plus de temps qui passe. Et en fait, c'est un format qui est juste beaucoup plus agréable pour le dessin et pour la narration. Et pour moi, c'était intéressant justement au moment où je changeais de saison et je faisais grandir Lou, de changer aussi de format pour qu'il soit plus en adéquation avec les choses que lisent les lecteurs de Lou ont grandi. Oui. Par rapport au fait de faire grandir Lou, ce qui amène à un changement de pagination et de format. Pourquoi est-ce que, du coup, il y a bientôt 20 ans, vous avez choisi de faire grandir Lou, là où finalement à l'époque il y avait plus la tradition du personnage quasi éternel, quasi asexué, qui n'a pas de relation, et de lui faire finalement vivre une vie à part entière et qui se cantonne pas aux pas simple gag, mais aux gags de pages qu'on connaît. Mais en fait, Lou est né dans une collection qui a été la collection, donc encore une fois, lancée par Zeb, le Titeuf. Et donc, était à la base, tout le monde dans cette collection publiait du gag en une page comme Titeuf, non feuilletonnant. Et moi, juste, j'ai pas tout à fait réussi à le faire. En fait, j'étais pas très bon là-dedans, en fait, à faire du gag en une page. Enfin, j'y arrivais, mais c'est pas quelque chose qui me passionnait. Et on avait une logique à l'époque de prépublication dans le journal où il y avait 50% des pages qui étaient prépubliées dans le journal et 50% inédites. Oui. Donc quand j'ai eu fini mes 50% de pages du premier album, les 50 pages inédites, je les ai séquencées de manière à ce que ça raconte une sorte d'histoire quand même dans le 1 et qu'il y ait une progression narrative avec Richard, Tristan, etc. Et donc à partir de là, je me dis bah oui, effectivement il y a une progression, elle a grandi, et puis moi j'arrivais pas à faire en sorte que dans la tradition classique presque à la fin c'est comme si on effaçait la mémoire des personnages à la fin de l'album pour revenir à zéro et pour vivre en permanence la même année. Et ça, moi, j'arrivais pas. Je me dis, mais en fait, voilà, si elle a vécu des choses, elle en fait l'expérience, donc forcément, elle va grandir. Et donc, c'est pour ça que très vite, je me suis dit, bah tiens, on va tenter ce truc-là, on va tenter de la faire grandir. Et puis, très vite, j'ai eu l'espèce de vision de me dire, mais ouais, en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Comme le premier a marché, je me suis dit, bah allez, j'en fais 8 sur la première saison. J'avais une vision de la fin de Lou au 8e. Et puis on va la faire grandir. Et puis j'avais été quand même, j'avais à partir du moment où tu vois, dans le tome 2, je la fais grandir et je l'envoie, je change l'unité de lieu, de temps, etc. Là, il y a à Angoulême, je croise un auteur de BD dont j'aime pas du tout le travail et qui vient me voir, et qui est un auteur à succès, et qui vient me voir en me disant, mais j'apprends que tu fais grandir Lou, mais mon Dieu, t'es en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et pour moi, c'était justement la confirmation que j'étais dans la bonne voie et qu'il fallait que je fasse grandir Lou et que je la fasse évoluer, et que je reste pas justement dans une formule figée. Et puis effectivement, j'avais croisé des très vieux auteurs de bande dessinée, malheureusement peu chers, il y en a un qui est mort, mais qui ont fait la même BD exactement pendant 30 ans. Et en fait, c'était des vieux monsieur tout gris et tout tristes. Et je me dis, mon Dieu, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de répéter ad vitam la même formule, même si elle marche. Je préfère prendre le risque d'amener le personnage vers autre chose. Oui, du coup, je vois que vous avez une volonté finalement d'inclure dans la scénarisation de la bande dessinée une conscience de la psychologie de Lou. Et finalement, voilà, comme vous avez dit, de la faire vivre avec l'expérience qu'elle a acquise au cours des différents événements de sa vie. Comme par exemple, on peut penser au départ soudain de Tristan, au fait que l'appartement est brûlé. Comment est-ce que vous êtes parvenu à retranscrire avec autant de justesse l'émotion et le sentiment que peut ressentir une jeune fille à cet âge-là lors de ces événements? Est-ce que vous avez eu des moyens spécifiques, des méthodes, ou c'est... Déjà, moi, la question du genre, justement, c'est quelque chose que je ne me pose pas tellement, et c'est peut-être un des trucs aussi dès le début. Là, c'est parce que j'avais lu dans des carnets de Johannes Farr un truc qui était très intelligent sur la façon dont il écrivait les personnages. Où il se disait, mais quand je dessine un personnage, féminin, par exemple, je m'extrais de moi, homme, et je m'incarne dans ce personnage féminin.
Et j'essaye pas d'écrire un personnage en me bloquant sur le fait que c'est une femme. Et en fait, moi, dans Lou, en fait, je transpose juste. Mm. C'est-à-dire que le personnage de Lou, bah, c'est beaucoup moi, adolescent, mais je suis aussi la maman de Lou, sur plein de niveaux. Et puis quand je vais croiser des gens, des amis, des copains et tout ça, je vais les intégrer, ils vont devenir un personnage, mais Oui. sans me soucier du genre, en fait. Et pour moi, c'est presque à la rigueur, c'est un truc arbitraire que je mets à la fin, Oui. que j'assigne au personnage, justement en me disant il faut pas que son genre influe sur ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. J'essaie d'écrire tout ça neutre et je pense que justement ça marche parce que en faisant ça, j'évite les clichés. Oui. Et je pense que justement, moi je suis pas persuadé qu'il y ait de vraies différences fondamentales entre hommes et femmes. Enfin, il y en a dans l'éducation parce que malheureusement on hérite de choses, de patriarcat, de trucs qu'on est en train de heureusement de remettre en cause. Et donc c'était un petit peu aussi politique en fait de base de faire ça comme Ouais. ça et de dire bah oui mais c'est pas parce que j'écris un personnage féminin qu'elle va s'intéresser aux chaussures, aux fringues, enfin si aux fringues si mais elle les fait Oui. elle-même. Tu vois c'est voilà, c'est d'éviter le plus possible tout ce qu'on peut projeter comme cliché là-dessus, quoi. Et voilà, donc c'est un peu ma méthode d'écriture. Ouais. Et puis, du coup, je me permets de vous dire que je trouve que ça a bien marché, que ça donne aussi une dimension universelle à l'œuvre, parce que je pense notamment à un de mes amis, Raphaël, qui lui aussi, en fait, a grandi avec les bandes dessinées de Lou, et qui a en fait autant lu Dragon Ball que ce qu'il a Ah lu ouais. Lou. En fait, lors d'une discussion autour des livres de notre enfance, quand une amie à moi a sorti de son sac la bande dessinée, lui, immédiatement, il a dit « Ah, mais Lou, j'adore, j'ai grandi avec, je me suis reconnue là-dedans. » Et du coup, ce que vous venez de m'expliquer, en fait, fait écho à ce qu'a pu ressentir Raphaël, de ce qu'il a pu nous expliquer. Et du coup, ça me permet aussi de comprendre comment, à tel point, tant nous, en tant que femmes, on a pu se reconnaître là-dedans, que finalement, Raphaël... Mais en fait, ça fait plaisir déjà parce que maintenant, il y a de plus en plus de lecteurs garçons de loups, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Et bon, en plus, effectivement, moi, je me suis battu aussi toute ma vie contre les journalistes ou le marketing qui voulaient marketer ça comme la BD pour filles. Et Oui. pour moi, c'était vraiment une aberration, tu vois. C'est aussi absurde que de dire Lucky Luke c'est de la BD pour garçons, Dragon Ball c'est de la BD pour garçons. Enfin, et puis moi j'ai justement j'ai lu et regardé toutes sortes d'œuvres dans tous les sens. Donc le fait de mettre les choses dans des chapelles filles-garçons et tout, c'était déjà pour moi l'erreur. Je me suis battu vraiment beaucoup contre ça. Mais le fait est que au début j'avais très très peu de lecteurs. Enfin c'était exceptionnel des garçons. Là maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sortent, tu vois, du truc, ils disent, bah, moi je le lisais, mais en cachette. Oui. Puis j'ai une anecdote qui était triste et belle en même temps. Il y a quelques années, au Festival d'Angoulême, justement, il y a un jeune qui avait participé au concours de bande dessinée d'Angoulême, qui avait gagné le prix, donc il est super content, et il vient me voir en dédicace. Il devait avoir 18-19 ans, hein. Et il me dit, bah voilà, je vais acheter mon premier loup, je l'ai toujours vu, ça m'a toujours attiré. Mais plus petit, j'étais bête parce que je n'osais pas l'acheter à cause du cœur sur la couverture. Et en fait, en disant ça et tout, lui et moi, en fait, on se rend compte de la monstruosité du truc. C'est que, genre, dans l'inconscient collectif, le cœur, le symbole de l'amour, c'est un repoussoir pour les garçons. Mais c'est fou quand même. Et en fait, moi, je me suis souvenu, et ça m'a ramené très fort à une anecdote de tout petit. Je me souviens que la première chose que j'ai appris à dessiner et que j'ai essayé de dessiner, c'était un cœur. Et je me souviens très bien, c'était mes gens en première section de maternelle. Il y avait une fille qui s'appelait Christelle dans ma classe. Et Christelle, elle dessinait super bien les cœurs. Je sais pas si vous vous souvenez, quand t'es petit, c'est bien dur. dessiner un cœur, c'est pas facile. Et en fait, je regardais Christelle dessiner les cœurs et tout, je regardais comment elle faisait, et je m'entraînais en cachette, tu vois, pour dessiner les cœurs. Et en fait, je réalise, tu vois, parce que ce jeune garçon vient de parler à Angoulême, que finalement, le cœur, je l'ai presque pris en exergue et que je l'ai mis sur le logo de Lou. Tu vois, il est inclus dans le point d'exclamation de fin, et que finalement, c'était le fait de me réemparer aussi
d'un symbole confisqué, qui est le symbole de l'amour, pour le remettre, je te dis, comme un sceau magique sur mon histoire, tu vois. Comme quand j'étais petit. Alors pourtant, j'avais des parents qui étaient très progressistes, mais il y avait une poupée qui s'appelait la poupée Tini, et il y avait des pubs, et tu pouvais devenir, tu fais partie du club des amis de Tini, et tout ça. Je trouvais ça formidable, et je voulais vraiment avoir ma poupée Tini et faire partie du club des amis de Tini, et mes parents m'avaient fait comprendre que non, j'étais un garçon. Ouais. Et en fait, en soi, tu dis, mais c'est incroyable, j'étais petit, en fait, c'était la volonté de m'occuper d'un enfant, de jouer au papa, Oui. tu vois, et en fait, on te dit, mais non, ça, c'est un truc de meuf, quoi, tu vois. Et donc, c'est aussi ce genre de C'est choses, réservé. finalement, en faisant Loup, c'est aussi une vengeance là-dessus, c'est moi-même de jouer aussi quelque part à la poupée, et ça tombe au moment où moi, je deviens papa, en fait, aussi. Oui. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser une question parce que pour le contexte, voilà, moi j'ai un papa qui est très très fan de bande dessinée. Du coup, j'ai grandi avec la BD, avec les Astérix, les Tintins, les Lucky Luke. Finalement, c'est moi-même en grandissant que j'ai découvert par exemple les Sisters de Christophe Cazeneuve ou que j'ai découvert Lou. Donc, qui me suis penchée vers une bande dessinée plus féminine. Mais voilà, donc moi, j'ai peut-être un regard biaisé sur la bande dessinée genrée. Mais est-ce que, du coup, vous, de votre point de vue, vous voyez aujourd'hui s'il y a une évolution ou pas? Est-ce que vous direz que dans les salons, il y a plus de petites filles qui vont voir des BD dites pour garçons ou des garçons qui viennent voir des bandes dessinées dites pour petites filles? Bah, je pense que le manga fait beaucoup de bien là-dessus aussi. C'est que je pense que le manga, même s'ils ont des catégorisations shoujo et shonen, et qu'entre guillemets, il y a le manga pour filles, mais le manga sentimental, je pense que ça a quand même fait une génération de lecteurs qui est beaucoup plus curieux, qui va aller voir des deux côtés des choses, puis que même les genres se mélangent de plus en plus. Alors ensuite, le constat d'évolution dans le métier, c'est que déjà, il y a beaucoup, beaucoup plus d'autrices. C'est-à-dire que maintenant, je crois qu'on est à 40% de parité, ce qui est Il y vraiment en a bien. déjà beaucoup plus. Ouais, sachant que quand j'ai commencé ma carrière, on les comptait limite sur les doigts de la main, les Ouais. autrices. Et maintenant, les autrices, bah, pour moi, en plus, elles produisent des œuvres qui sont justement différentes, plus pertinentes, elles sont plus jeunes. Elles ont un autre point de vue, et moi je vois l'évolution et la féminisation du métier de façon formidable. Enfin, ça me fait Oui. très plaisir, tu vois, que on arrive à cette parité, même si il y a encore des combats à mener, et que voilà, mes collègues sont formidablement plus engagés, plus politiques aussi, tu vois. C'est-à-dire que même Pénélope Bagieux ou des gens comme ça, en fait, pour moi, elles font beaucoup de bien à la bande dessinée, et elles amènent des thématiques et des choses qui sont militantes et qui sont nécessaires. Donc effectivement, moi je vois toute cette évolution de ce métier de façon très positive. Et puis le fait est aussi que de manière générale, les filles lisent plus que les hommes, Oui. que ce soit BD ou roman. Donc il y a un truc où effectivement il y a plus de lectrices. Il y a une demande aussi à satisfaire. Voilà. Ouais. Et par rapport à la féminisation du métier, moi, l'une des premières autrices que j'ai suivies, c'était Patricia Lifong, Oui. pour La Rose écarlate. Et je me souviens très bien du jour où je suis allée à la médiathèque et qu'il y avait cette BD de La Rose écarlate qui était finalement la première bande dessinée que je voyais où l'héroïne était une fille, et une héroïne au sens littéralement chevaleresque finalement. Qui n'était pas forcément le cas dans les autres bandes dessinées. Et à contrario, dans beaucoup de bandes dessinées, j'ai remarqué une certaine sexualisation généralement des personnages féminins. Oui, bien sûr. Est-ce que justement vous aurez une explication à apporter? Je pense que c'est parce que malheureusement, pendant très 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 longtemps, ça a été les auteurs masculins qui transposaient leurs fantasmes, et qui effectivement dessinaient des filles qui n'existaient pas, des pin-up et des choses comme ça, et qui en faisaient des héroïnes. Enfin, c'était aussi la même chose au cinéma. Tout ça se rééquilibre sur le rôle de la femme, effectivement, où elle est plus juste potiche. Mais effectivement, pendant des années, c'était le cliché du barbare et de la nana qui servait de potiche à côté. En même temps, moi, c'est aussi des... Alors ça, c'est compliqué, parce que pour moi,
l'hypersexualisation des personnages, bizarrement, alors évidemment pas des enfants, mais des personnages adultes, c'est pas quelque chose qui me dérange. Sachant qu'il y a toute une partie de mon imaginaire, moi, qui est quand même constituée de trucs de super-héros ou de Oui, musclores et des choses comme ça, qui sont basiquement des personnages, que ce soit hommes ou oui. femmes, hein, qui sont hyper sexualisés. Oui, donc quand c'est dans C'est-à-dire des cas que, de personnages adultes, c'est ouais, bien ouais, évident. C'est pas la même chose que quand c'est des personnages enfants. voilà, mais moi, c'est quelque chose dans la fiction, tout ça, c'est quelque chose, j'aime bien, bizarrement, ces projections hyper sexualisées des personnages. Moi, j'ai tout un truc avec petit à être obsédé par Musclor, qui était donc un barbare avec un slip en fourrure. Oui, Et en fait, toute une imagerie très oui, homo-érotique, en fait, qui était colportée par tout ça. Et finalement, je trouve ça drôle de s'en amuser, en fait. oui, C'est pour ça que, par exemple, le bouquin que la mère de Lou écrit, Sidera, c'est une espèce de version super sexualisée et inconsciente de sa oui, propre vie, où elle intègre tous ses fantasmes, etc. Elle les sublime en faisant des personnages qui sont over the top. Mais effectivement, c'est quelque chose que, quand tu parles d'ado, etc., il faut faire super attention oui, à ce que tu fais et il faut pas aller là-dedans, c'est évidemment. ça. Parce que après, pour ce qui est du personnage qu'écrit la mère de Lou, alors oui, elle a un corps qui peut sembler hyper sexualisé, mais je trouve que même si elle a des formes qui sont un peu exagérées, il n'y a pas une imagerie sexuelle derrière. C'est-à-dire que moi, enfant, je n'avais pas perçu ce personnage-là comme étant hyper sexualisé, tout comme Mhm. musclant. Enfin, je voyais l'absurde derrière le personnage. Mhm. Ouais, bah, Voilà, c'est le truc sur lequel j'essaie c'est de ça. jouer, ouais, c'est ça. Et puis elle est juste bien dans son corps aussi. Enfin, tu vois, Oui, c'est ce truc, enfin, où les paroles de la chanson dans le film, c'est elle assume ses rondeurs et son incapacité à comprendre ses relations sociales. Et je trouve ça rigolo que cette fille, voilà, tu vois, se projette oui. dans ses craintes et qu'elle en fasse une arme. Oui, puis par rapport à toutes ces insécurités, j'ai un peu regardé sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à mon entourage ce qu'ils pensaient des personnages de Lou. Et ce qui est souvent revenu, c'est pas une incompréhension, mais une espèce d'ambivalence sur le personnage de la mère de Lou, que à la fois, ben, c'est une femme forte, indépendante, qui élève sa vie seule, et en même temps, on voit que c'est une grande enfant qui n'a pas tant grandi dans sa tête. Mais en même temps, aujourd'hui, à l'âge adulte, on peut aussi voir que il y a une explication par rapport à la relation qu'elle entretient avec sa mère, qui a une espèce de dualité en elle. Je crois que en fait c'est peut-être un peu plus simple que ça, c'est-à-dire que comme j'ai créé ces personnages au moment où j'allais devenir papa, moi, au moment où Oui, j'étais papa. Et donc il y avait aussi dans ce personnage, il y avait c'est beaucoup moi la mère de Lou et je transpose oui, beaucoup ce que je suis moi et en fait finalement le truc de me dire mais ouais c'est en fait c'est pas parce que tu vois je suis hyper et tout que je vais arrêter oui. De jouer à la console. de jouer à la console, effectivement, d'acheter des jouets, Ça- et que je vais devenir d'un coup une grande personne responsable comme dans les années 50. oui, Et c'est pas pour, et je vais pas forcer, et pourtant j'avais effectivement, moi, des parents qui étaient quand même assez progressistes, qui étaient plus progressistes que leurs parents, et voilà. Et donc c'était simplement de faire aussi le portrait des nouveaux parents, de oui. ma génération de parents Mm. qui est forcément pas la même que celle des parents de Boule et Bill, tu vois, où Oui, pour c'est moi ça. le modèle de Boule et Bill, avec effectivement le mec qui rentre avec son attaché-caisse, le colcaire qui lui apporte les pantoufles, la femme qui a préparé à manger, moi c'est des choses, c'était pour moi de la Oui, science-fiction, déjà. mm, C'est-à-dire que moi j'ai pas grandi dans cet univers-là, et c'est pas celui que je colporte. Donc c'était oui, simplement le fait de dire, bah oui, la mère de Lou, effectivement, c'est un personnage de parent, mais c'est un personnage de parent qui est toujours en construction. Parce que oui, les parents, et pour moi c'est terrible, les gens qui à partir du moment où ils sont parents, ils se figent, ils se disent, bah non, bah voilà, c'était mieux avant, et c'est comme ça et pas autrement, je vais t'apprendre la vie, mon fils, et tout. Bah non, en fait, c'est toi, mon fils, ma fille, qui va m'apprendre la vie, en fait. oui. C'est ça qui est amusant. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir un personnage de parent, mais qui était encore, qui acceptait le doute, en fait, et la remise en question. Et ce qui est drôle, c'est que je suis tombée sur un TikTok ce matin, justement d'une maman âgée d'une trentaine d'années,
qui continue en fait à faire des TikTok, qui faisait des TikTok avant, elle est tombée enceinte, elle a accouché et qui a reçu en fait un flot d'insultes, de commentaires disant mais t'es maman, tu devrais arrêter de faire des TikTok. Et ce que je trouve amusant entre guillemets, c'est que justement ça résonne avec ce que vous venez de dire, que en fait elle a pas arrêté sa vie à partir du moment où elle est devenue maman. Même au contraire, je trouve que ça donne une belle image et une belle perspective d'avenir pour les enfants qui naissent aujourd'hui ou les enfants que j'aurai peut-être plus tard, de dire en fait on continue d'évoluer, c'est pas parce que on a 20, 25, 30 ans que on doit arrêter de lire des BD, de regarder des dessins animés. Mais oui, mais moi c'était aussi le truc, tu vois, où moi j'étais parmi mes copains, j'étais un des premiers à avoir des enfants assez jeunes. Et en fait, j'étais très très Alors moi j'étais surpris par... Il y a deux choses aussi, par exemple, ces deux réactions aussi, je pense, qui ont été sans doute très importantes dans ce que j'ai fait par réaction. C'est qu'effectivement, quand tu t'annonces à tes potes que tu vas avoir un enfant, ils prennent une mine contrée en disant mon Dieu, c'est terrible, c'est fini ta vie et tout ça. Enfin, tu vois, tu vas être rangé et tout. Oui. Mais déjà, non, pas du tout. Enfin, c'est pas un point final de ma vie tu vois, de fête et de joie, etc. Enfin, le fait de voir ça comme ça, c'est terrible. Pour moi, c'est juste, non, c'est la continuité de ma vie. C'est pas la fin d'un truc, tu vois. Il y avait ça et il y avait un autre truc qui était terrible de la part de copains garçons. Tu leur annonces en plus que tu vas avoir une petite fille et je te jure, la première réaction, c'est mon Dieu, alors là, tu vas voir l'adolescence quand elle va se mettre à fréquenter. Là, Oui. non, mais je te jure, c'est très très commun. Et ça c'est terrible. Tu te dis, mais attends, je suis en train de t'annoncer que je vais avoir une petite fille et tu es en train de te projeter quand elle sera adolescente et qu'elle sera sexualisée. Elle est même pas née. Enfin, tu vois, et là, et donc, déjà, elle est même pas née et tu envisages sa sexualité comme étant quelque chose de négatif dont je dois, moi, avoir peur. Et de problématique. Ouais, donc ça, je pense que tu vois, ça, c'est finalement ce genre de choses qui font que j'ai. Ouais, c'est ça, c'est la création de Lou. Il y avait aussi Secret Story, la première émission de télé-réalité avec une nana qui s'appelait Loana, etc. Ouais. aussi. Et pour moi, ce spectacle était pas Loana, mais le spectacle, la mise en scène de tout ça. C'était l'ancêtre des anges de la réalité aussi. C'était un vrai truc en me disant, mon Dieu, voilà le spectacle qu'on est en train de soumettre à des gamins. Ça va pas si on me donne la possibilité de faire de la bande dessinée et un art populaire, autant faire quelque chose qui va véhiculer des valeurs très opposées à ce qu'on me soumet à la télévision. Enfin, vous avez parfaitement réussi dans le sens où moi j'ai vu Lou comme en fait juste une jeune fille qui a des amourettes, qui est intéressée par Tristan mais qui n'ose pas aller le voir. Et finalement, vous avez réussi à retranscrire une sentimentalisation plus qu'une sexualisation du personnage. Et ce qui est assez rare, en fait, que ce soit au niveau de la littérature ou des dessins animés, pour avoir grandi avec les Disney, avec les séries Disney Channel, il y a une sexualisation au-delà de la sentimentalisation, et il n'y a pas d'existence au-delà de ça, alors que Lou... oui, elle est intéressée par Tristan, mais elle est aussi intéressée par les fringues, par ses copines, puis par la musique, puis par ses études. Tout à fait. Merci. Voilà, j'ai bien réussi à faire passer le truc. Ouais. Voilà, puis... Et puis pour moi, la chose qu'on n'a jamais montrée, mais qui peut être intéressante, peut-être sur lequel je travaillerai un jour, c'est d'avoir le contrepoint, le point de vue de Tristan. Parce que pour moi, c'est un peu les deux, en fait, c'est les deux versants d'une même médaille, mais en fait, ils sont très proches tous les deux. Ils sont très proches dans leur maladresse et dans le fait de, finalement, on apprend que lui aussi, en fait, il projetait des choses sur elle et que ces choses, elles n'étaient pas justes, en fait, et qu'ils ont appris au fur et à mesure à se connaître et à être juste l'un par rapport à l'autre, quoi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière question, qui est un peu la question signature. Quelle est votre expression préférée ? Mon expression préférée, j'aime bien, et je la connais pas en entier, ceux se conçoivent bien s'énoncent clairement. Oui, c'est ça. Et les mots pour le dire viennent des éléments, etc. Mais ça, c'est bête, c'est un truc de structure. C'est pas mon expression préférée forcément, je sais pas si j'ai une expression préférée, mais celle-là elle m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai pas fait d'école et tout, mais j'aime bien les méthodes
Et finalement, ça a été de me dire, bah oui, pour écrire une histoire, ça s'applique très bien. Mon papa me rabâchait beaucoup ce truc-là, c'est de me dire, bah oui, commencer par avoir une vision claire et un propos lisible, et avant de se poser la question de le mettre en forme, tu vois, parce que effectivement, enfin moi je l'applique à mon métier, hein, bêtement, mais effectivement, si tu te lances, et tu dis, bah, je vais faire une histoire et que tu structures pas et que tu poses pas clairement et que les choses sont pas claires dans ta tête, tu vas avoir beaucoup plus de mal que si tu effectivement prends des carnets, te dire, attends, où j'en suis, qu'est-ce que je raconte, qui va là, qui est ça et tout ça. Et puis après, de construire ton histoire par rapport à ça. Donc on peut dire que Oui. c'est ça. J'adore cette expression, Voilà. donc merci beaucoup. Merci à toi. Et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ben, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Ben, merci, c'est un honneur aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez également me suivre sur Insta et TikTok avec le @ l'expression-podcast.